avec des flammes. Let's go! Frérot, bon courage, merci à tous. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très très important qui est comment créer des winning hats. Je vais faire très bref sur ma présentation. Je m'appelle Matteo Pellegrini. Je suis passionné par l'e-commerce et plus particulièrement par les créatifs quand on sait l'argent que ça peut rapporter. Je vais pas trop m'éternaliser. Je préfère vous donner full value de choses applicables par rapport à vous. Maîtriser les créatives peut littéralement vous rendre riche. Vraiment. Une fois que vous le comprenez, pour ceux qui l'ont compris, vous allez vite voir à quel point ça peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes à une vidéo de scaler une marque à 7 chiffres mensuels. Une ad peut littéralement vous faire passer de 0 à 5K D de bénéfices. Vraiment. Vous pouvez tourner demain un shooting chez vous avec votre iPhone. Après-demain, faire le montage vous-même sur CapCut et lancer après-demain. Et la semaine d'après, si vous avez les bonnes bases media buying, faire 5K de bénéfices. Et je sais pas, je l'ai fait. Donc vous n'avez pas besoin de 100 produits. Je suis d'accord sur ce qu'il dit Alex. Il n'y a pas besoin de 100 produits. Vous pouvez vous focus sur un produit, travailler pas mal d'angles et scaler très fortement. Donc un seul produit peut vous rapporter plus d'1 million d'euros sur le marché français et sur le marché US encore plus facilement. Et je vais parler uniquement de Facebook Ads ou Meta, mais je vais parler, donc ça va être très orienté Meta, comment avec de bonnes créatives sur Meta on peut aller chercher beaucoup d'argent, parce que Meta aujourd'hui c'est la plateforme la plus performante pour aller chercher du gros spend, même si maintenant il y a d'autres canaux qui sont sympas, comme Applovin aux US, mais Meta ça reste le numéro 1. Donc si vous n'êtes pas là où vous aimeriez être aujourd'hui, le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre du focus sur les créatives. C'est ce que j'ai fait, et personnellement ça a changé ma vie. Je me suis dit ok, si ça rapporte tant, bah autant me focus de temps, autant tout apprendre sur les créatifs, et ça a payé. Je sais que vous aimez les résultats, on m'a demandé de parler un peu plus de mes chiffres, j'étais pas très chaud, donc j'ai quand même mis quelques screens récents, juste pour que vous puissiez peut-être avoir une certaine légitimité de ce que je fais. Donc ça c'est les résultats d'une seule brand sur ces derniers jours, c'est-à-dire pendant ce temps que je préparais la slide, j'ai fait quelques screenshots, et là, on voit que on a fait le 20 avril, donc il y a 5 jours, 85 000 de chiffre d'affaires, le 13 avril 74, 19 avril 83, et uniquement sur cette brand. Il y a d'autres brands encore, d'autres Shopify. Voilà. Mais principalement, je dois ces résultats aux créatives, clairement. J'ai beaucoup de lacunes dans l'e-commerce, et je dirais que le 90, je suis 90%, de mes résultats vient des créatives. Une seule ad peut vous rapporter plus d'1 million. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Je ne vais pas vous apprendre à faire plein de créatives moyennes. Je vais vous apprendre comment, avec une seule ad, vous pouvez faire 1 million. Et ça, c'est l'exemple d'une seule ad qui s'appelle la 1005. C'est qu'au départ, on avait dépensé 200K sur cette ad-là. Quand je parle d'une ad, c'est le même concept. Après, il y a différentes variations, différents hooks. Mais pour moi, c'est la même ad. Donc, on avait dépensé 200K. Et après, on s'est pas dit que l'ad était morte. Après, on l'a passé en ad level, c'est-à-dire on a testé pas mal de choses, on a essayé de faire évoluer cette ad-là, et on est passé à 730 000 de spend. Donc c'est un autre screen. C'est-à-dire, on reprend pas les 200 000 de spend, c'est un autre screen. Et ensuite, pareil, je pensais que, ok, on avait épuisé cette ad, qu'il fallait arrêter d'itérer dessus, il fallait arrêter d'améliorer. Et là encore, récemment, on a encore respend 300K sur la même variation améliorée. Donc c'est pour vous montrer que une seule ad peut vous rapporter plus d'1 million. Et ça, on l'a fait sur différentes ads. Et c'était une de notre top ads l'année dernière. Enfin, encore cette année. Alors, ça, c'est un autre exemple d'une autre ad plus récente. C'est que là, on dépense 100K avec un bon ROS. Pour nous, 1.97, enfin 1.97, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous montrer des ROS incroyables, parce que c'est la réalité. Quand on spend 100K et qu'on a un ROS à 1.97 et que ça nous fait 25% de marge, c'est très très bien. Ça, c'est une erreur que je vois trop souvent chez les débutants, c'est qu'ils veulent maintenir un ROS incroyable à des niveaux de spend incroyables. Et ce qui compte, c'est le nombre de bénéfices que vous faites.
C'est la contribution margin que vous faites plutôt que le ROS. Même si le ROS au départ il est sympa et c'est sexy d'avoir un ROS, un gros ROS. On va en parler juste après. Et pourtant, les gens savent que les créatifs c'est important, mais 99% des e-commerçants n'y arrivent pas. Et n'y arriveront jamais s'ils n'apprennent pas comment créer de bonnes créatives et les principes psychologiques. Là, je vais vous montrer un cas. J'ai appelé Jean-Kevin, j'espère qu'il n'y a pas de Jean-Kevin dans la salle. C'est que vous lancez votre ads, et en jour 1, vous avez un ROS incroyable, ok, 3.8, tout est bien. Jour 3, vous laissez l'ads un peu tourner, vous augmentez le spend, et le ROS il descend à 2. Jour 5, ROS 1.5, ça commence à être plus dur. Et jour 6, presque une semaine après, 1.2, et jour 7, le ROS passe au-dessous de 1, et ok, vous dites, j'ai pas de chance. J'avais fait une ads winneuse, mais j'ai pas eu de chance, il y a eu un problème avec Facebook, ou mon taux de conversion a chuté, il y a un problème sur le site. Et au final, non, au final, c'est juste votre ads qui est à chier. Et ça arrive à beaucoup de personnes, mais le pire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à expérimenter le jour 1 à un ROS 3.8. Donc il y a un problème de qualité. Ou peut-être un problème de market fit. C'est-à-dire que peut-être vous avez un produit où c'est que tout votre funnel n'est pas market fit, il n'y a pas un bon marché, vous n'avez pas le bon copywriting, le bon marketing. Ça, c'est un autre problème. Mais là, je vais partir de base, je vais partir d'un principe de base, c'est que, ok, vous avez un truc qui tourne et les créatifs vont être un gros levier. Est-ce que c'était familier ça? Est-ce que c'est déjà arrivé à pas mal de personnes? Si oui, levez la main dans la salle qui sait que c'est déjà arrivé cette situation. Ok, énormément. Donc c'est bien. Déjà, vous arrivez à faire des ads, on va dire, à potentiel. Il y a deux raisons majeures pour lesquelles votre business se grossit pas. Ça peut s'appliquer à pas mal d'aspects du business, notamment sur la partie des créatifs. C'est soit vous avez un problème de volume, c'est-à-dire un problème de quantité, c'est-à-dire vous testez juste pas suffisamment de créatifs, soit vous avez un problème de qualité. Ça veut dire vos ads ne sont pas assez qualitatifs pour scaler. Vous n'obtenez pas un taux de réussite élevé sur vos créatifs testés. Et vous ne créez pas de créatifs qui pourront tenir le spend #Jean-Kevin. Et le problème, c'est que souvent, vous avez les deux problèmes. Parce que les deux se multiplient. C'est-à-dire, si vous allez venir pousser plus de quantité avec plus de qualité, les résultats seront incroyables. Donc, comme je l'ai dit, les deux se multiplient, donc il faut pusher plus de quantité tout en améliorant la qualité de l'ads. Et là, je vous ai mis un petit schéma, je vais vous l'expliquer. En bref, la quantité, c'est simple de mettre plus de quantité. Franchement, je vais vous montrer des techniques après, mais c'est simple de passer de je sais pas combien d'ads vous lancez par semaine, on va dire 5, de passer de 5 à 50. C'est simple. Il existe des techniques, maintenant il y a l'IA, il y a les statiques, c'est très simple. Ensuite, il y a la qualité. Ça, c'est plus compliqué. Parce que ça, il faut comprendre des principes psychologiques que je vais vous apprendre après. Et les deux se multiplient. C'est-à-dire, ça sert à rien de lancer beaucoup de quantité sans mettre la qualité. J'ai mis un exemple au centre, c'est que c'est la fucking zone. En fait, je vais prendre un exemple très simple avec un footballeur. Vous avez un footballeur qui est représenté par la quantité. On veut que ce footballeur devienne le meilleur buteur de la saison. Mais lui, en moyenne par match, il tire 50 fois au but. C'est très bien, mais il tire 50 fois à côté du cadre. C'est-à-dire, il vise pas une seule fois le but, et du coup, il marque 0 but, et ça va jamais finir. Il va jamais finir le top buteur. On a un autre qui est représenté par la qualité. Lui, il tire très bien. C'est-à-dire, il sait tirer en bas vers le petit filet, il sait tirer en lucarne, il sait mettre un effet. Vous savez, quand la balle monte et descend, il est très bon. Mais il tire une seule fois dans le match. Le problème, c'est que lui non plus, il ne pourra pas finir meilleur buteur. Et nous, ce qu'on veut, c'est le gars qui tire beaucoup, 20 fois dans le match, et qui a la bonne qualité. C'est-à-dire, tous ses tirs, ils sont bien placés. Il met toujours son effet, il tire lucarne en bas. Et lui, il va finir meilleur buteur. Et c'est ça que je vais vous montrer. C'est ça que je vais vous montrer par la fucking zone. Vous devez faire des ads qui sont prêtes à dépenser 1 million de spend et pousser de la quantité. Et là, c'est sûr que ça va marcher. Donc, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous apprendre, si vous faites exactement ça, c'est sûr que vous aurez des résultats, et je le sais parce que en partageant ceci gratuitement, j'ai déjà énormément de personnes qui le font et qui sont même dans la salle. Donc vous allez vite comprendre.
Et pour comprendre, vous devez déjà comprendre le rôle de la créative en 2025. Ça a pas mal changé. D'ailleurs, je vois que dès qu'ils prennent en photo, vous aurez ces slides. Moi, je vous enverrai ces slides, tout le monde rebaisse. J'enverrai les slides. Le rôle de la créative a pas mal changé et l'algorithme Meta a pas mal changé. Il est devenu ultra sophistiqué. D'ailleurs, il y a une dernière update de l'algorithme cette année, notamment qui va venir prendre en compte, il y a pas mal de changements, mais un gros aspect, c'est que l'algorithme maintenant est assez puissant pour comprendre quelle créative mixer pour vous donner des résultats. C'est-à-dire, il va venir montrer un type de créatif qui va peut-être spender beaucoup, le ROS va peut-être pas être fou, mais il sait qu'ensuite, il va venir montrer d'autres types de créatifs qui va venir convertir. Et ça va être tous vos funnels de créatifs sur Meta. Donc vraiment, le jeu maintenant, c'est de balancer un maximum de créatifs de qualité à Meta, et lui, il va trouver comment vendre. Donc le rôle principal de la créative, c'est de trouver des acheteurs. Quand vous mettez une ad sur Meta, son rôle, c'est de trouver des acheteurs. C'est-à-dire, une même ad, ah là, il y a juste un problème avec l'image, mais j'avais mis une autre image, c'est pas grave. Une même ad avec exactement tout pareil, mais un message différent, va pas être montré à des gens différents. Pour moi, ça me paraît simple parce que je connais comment Meta fonctionne, mais je sais que c'est pas évident. Enfin, c'est pas inné chez tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je tiens à vous le dire. Une ads, ça trouve des acheteurs. C'est-à-dire, en fonction de l'ads que vous allez mettre sur Meta, l'ads va venir targeter des acheteurs. Elle va venir trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir venir acheter. Par rapport au concept, par rapport à l'angle, par rapport au message, bref, par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est elle qui va venir débloquer des nouvelles audiences, plus ou moins scalable. C'est pour ça que j'ai mis qu'une statique n'équivaut pas à un UGC, n'équivaut pas à un mashup. Parce que il y a des personnes qui vont venir acheter plus facilement sur des statiques, sur des UGC, si elle est dans le métro, si elle est chez elle posée. Il faut de la diversité. Ça, je mentionnerai juste après. Enfin, j'ai mentionné en bas, on verra. L'ADS, c'est un véhicule pour faire passer de prospects acheteurs avec des techniques hypnotiques. Donc en gros, l'ADS, c'est votre véhicule pour convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas à acheter. Et le tout avec des techniques hypnotiques. Ça, j'en parlerai beaucoup parce que c'est une des techniques qu'on utilise. C'est en gros, le prospect, il est un peu hypnotisé, il scrolle, il réfléchit pas beaucoup. Et nous, on veut qu'il reste dans ce schéma-là pour qu'à la fin, il achète. Pas sans le vouloir, en le voulant, mais en gros, qu'il reste sans trop réfléchir. C'est pour ça que je parlerai beaucoup de parcours hypnotique. C'est des techniques que j'ai appris en étant formé en programmation neurolinguistique. Donc j'ai fait des études de PNL et je l'incorpore beaucoup dans le marketing. Parce qu'en gros, le marketing, c'est ça. C'est comment faire prendre à quelqu'un une bonne décision. Et cette décision, c'est de vous donner de l'argent. Donc l'ADS, elle matérialise un message, active des leviers émotionnels et fait passer à l'action. Pour résumer. Et il ne faut pas oublier qu'elle sert aussi de relation avec Meta et TikTok. Ça, trop de personnes oublient. L'ADS, elle doit faire passer un bon moment à votre prospect. Il doit interagir, il doit regarder l'ADS. Donc il y a le watch time qui est important. Il doit partager, il doit y avoir de la conversion. En gros, Meta et TikTok, ça fonctionne à peu près pareil. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vos prospects, ils passent du temps sur la plateforme. Donc qui mettent des GM, ça ne doit pas être négatif, qui commentent. Et qu'ils achètent, qu'il y ait des conversions. C'est-à-dire que vous offrez une bonne expérience à leur acheteur. Et si vous avez ça, vous aurez des CPM plus bas et votre ad pourra devenir plus viral. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est qu'on ne fait pas qu'une ad seulement pour à la fin convertir, on fait une ad aussi pour ça. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des techniques de cinéma dans votre ad pour que les gens restent, regardent longtemps. Parce que Meta, il va le voir. C'est pour ça que c'est intéressant de faire en sorte que les gens engagent dans la créative parce que Meta, il va le voir. Et après, on peut faire des techniques comme poser des faux commentaires sur les ads, qui est un gros hack qui permet de favoriser en fait un engagement. Les gens, quand ils voient déjà des commentaires, ils vont plus facilement mettre d'autres commentaires, surtout si ces commentaires sont destinés à faire commenter les autres. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise, c'est qu'on met sous les ads des faux commentaires qui vont venir inciter à mettre des autres commentaires. Et les gens en plus lisent les commentaires. Donc en fait, on fait une page de vente avant qu'ils cliquent. Et ça, c'est bangers. Parce que les gens lisent les commentaires. Donc si les gens voient une ads, ensuite ils vont dans les commentaires et ils voient encore que les gens vendent votre produit, les gens disent ok, réduisent les objections, les gens parlent de votre produit, montrent des photos du produit, il va arriver sur votre site chaud bouillant. J'ai juste oublié d'expliquer la slide. Donc volume,
faut la qualité, il faut la diversité égale gros scaling. Donc, c'est bien de mettre du gros volume, c'est bien de mettre de la qualité, mais il faut mettre aussi de la diversité. Et c'est ce qui nous a montré William. Eux, ils font beaucoup de diversité, ce qui se permet de vraiment marquer les esprits et de scaler. La diversité, c'est trop sous-exploité et c'est quelque chose de ultra important. Quand on fait de la qualité, qu'on fait du volume, après, il faut diversifier, faire des nouveaux concepts, faire des nouveaux angles, des nouveaux messages, etc. Et ça, alors, c'est pas vraiment l'image que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer. En gros, c'est pour vous montrer qu'il y a différentes poches d'audience que vous pouvez aller toucher sur Meta. Sur TikTok, c'est pareil. Il y a des audiences qui sont plus ou moins scalables. C'est-à-dire, vous avez des petites audiences, comme la I, la E, la K. C'est des petites audiences. C'est que pour toucher ces audiences-là, il va falloir avoir un différent message. Il y aura différents, enfin, il va falloir avoir un type de message. Et il y aura différents avatars. Des avatars qui vont résonner par rapport à des audiences, par rapport à des messages ou moins. Et vous, votre rôle, c'est de trouver les poches d'audience les plus grosses sur Meta. Je vais prendre un exemple que je connais. Problème de douleur de pied. Il y a, enfin, c'est-à-dire un produit qui va venir solutionner des douleurs de pied. Il y a plein d'angles marketing. Il y a le bien-être. Ok, donc un angle marketing où c'est que ça va être tourné autour du bien-être, c'est-à-dire soulager vos douleurs de pied avec un masseur. Et cette poche d'audience-là, elle peut paraître grande, mais le message, il résonne pas beaucoup. C'est-à-dire que ça reste une petite poche d'audience. Et il y aura une autre poche d'audience qui va être peut-être, enfin, qui est la neuropathie, par exemple, c'est une maladie dégénérative du système nerveux. C'est que là, l'audience, la poche sera énorme, parce qu'il y aura un gros market fit dedans. C'est-à-dire que il y aura une douleur énorme et le produit pourra résoudre cette douleur-là. Et là, si vous avez des bons messages, vous allez pouvoir venir toucher une poche d'audience qui est énorme. Et une marque comme Noro, qui fait 100 M l'année, elle faisait plus de 5 M par mois juste avec cet angle marketing-là. Ça veut dire que vous, votre rôle, c'est de trouver ces poches d'audience et ensuite trouver le bon message, comment les pénétrer. Et le bon avatar. Ça, j'expliquerai après. Mais en gros, si Noro se concentrait sur les jeunes, ben, ils n'auraient jamais fait 5 M par mois. Ils sont concentrés sur les personnes qui avaient plus de 60 ans, sur les femmes. Et ils les ont approchés avec le bon message. Donc, il faut faire un maximum de volume avec le maximum de quantité, de qualité, pardon, et en minimum de temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect du temps. Ça aussi, c'est trop souvent pas mentionné, mais le temps est important. Parce que n'importe qui peut créer des winning hats en 1000 essais. Et c'est ce qui différencie un bon créatif stratégiste d'un mauvais. C'est qu'un bon, il saura exactement dans sa tête comment reprendre les choses, comment refaire. Et du coup, en très peu de temps. Et du coup, ça fera économiser du temps, puis tout est une histoire de temps. C'est-à-dire, on veut créer des winning hats, mais le plus vite possible. On veut créer des winning hats avec le moins de budget possible. Donc en fait, quand vous faites des créatifs, il faut toujours prendre en compte cette notion de temps, cette notion de 20 du 80. Ok, mais si c'est vraiment important, ok, qu'est-ce qui pourrait être le minimum pour que ça marche? Et ensuite, ça doit être réplicable. C'est-à-dire, il faut que vous ayez un système qui permet de créer chaque semaine des creative winners. Sinon, vous allez juste vous épuiser. Là, j'ai mis un tableau, donc c'est une fourchette hebdomadaire de volume de créatifs à lancer par semaine. C'est pas une fourchette. C'est-à-dire, c'est pas définitif, mais c'est pour vous donner un indicatif. Ça dépend des secteurs, ça dépend de beaucoup de choses. Mais d'un titre indicatif, si vous êtes à 0 €, ben, votre 100% de budget sera en testing. Donc, vous pouvez pusher beaucoup de quantité, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est apprendre les bases des créatifs pour pousser de la qualité. Parce que ça sert à rien de lancer 50 batchs par semaine. Quand je dis un batch de créatifs, c'est-à-dire, c'est 3 à 5 créatifs. Donc, ça c'est 40 fois 5. Donc, ça sert à rien de lancer 200 créatifs par semaine. Entre 10 000 et 200 000 € de revenus mensuels, 10 batchs minimum. Entre 10 et 15, c'est bien. Plus, ça peut être intéressant, à vous de voir comment vous en sortez au niveau financier. Ensuite, entre 200 000 et 500 000, 15 batchs minimum. Entre 500 000 et 1 million, 20 à 30 batchs. Et 1 million plus, on le voit pas, 40 batchs plus. Et après, ça dépend de votre industrie. Si vous avez une marque qui a beaucoup d'angles marketing, ben, il va falloir pusher beaucoup plus de volume. Une marque comme Rise, par exemple, c'est une marque de café aux champignons. Eux, ils poussent énormément de volume parce qu'ils ont énormément de personas différents, énormément d'avatars. Et du coup, énormément d'avatars, il y a énormément d'angles marketing par avatar.
Et du coup, après, il y a énormément de concepts qu'il peut tester pour ces angles marketing. Ce qui fait que leur volume de créatif doit être énorme. Et c'est une super marque. Quand on a beaucoup d'angles marketing à targeter, c'est une superbe idée de marque. Donc le premier tips pour améliorer la quantité, c'est de créer un système. Vous devez penser au-dessus et vous devez penser, ok, comment je peux automatiser le fait de lancer beaucoup d'ads chaque semaine de qualité et que ça soit répété chaque semaine. Donc il y a plusieurs tips. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça pourrait être un sujet d'une grosse présentation. Mais je vais donner comme ça un overall de plusieurs tips. Le premier, c'est de mettre en place des semaines types bien structurées. C'est-à-dire, vous allez faire une semaine type de créatif. Qu'est-ce que vous lancez? Ok, vous allez lancer des statiques. Ok, donc on va dire c'est une carte sur Asana, une carte de statique. Vous savez qu'on va venir s'inspirer des contenus des compétiteurs. Ok, donc chaque semaine, vous allez venir spyer des compétiteurs directs, c'est-à-dire qu'on ont les mêmes produits que vous, ou indirects, qu'on une marque inspirante en DTC américaine, et vous allez venir trouver des idées de statiques. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prioriser déjà les lancements. Donc pour prioriser les lancements, on fait un peu comme dans le CRO, c'est-à-dire on va venir utiliser des méthodes qui vont venir mesurer l'impact. Ok, est-ce que cette créative a des chances d'avoir un impact? Oui, elle est winneuse, je le sais, parce que j'ai vu chez le concurrent qui se peinait beaucoup dessus. Oui, elle peut avoir un impact. Ok, ensuite, est-ce qu'elle va être facile à faire? Easy to operate. Donc, si elle va être facile à faire, c'est-à-dire, ok, c'est une statique, c'est très simple à copier. Maintenant, en plus avec ChatGPT, on envoie dans un prompt et c'est bon. Eh ben, on va mettre facile à opérer. Et ensuite, est-ce que je suis confiant par rapport à ce que la créative performe? Parce que peut-être ça peut être une ads d'une marque qui se peine beaucoup dessus, c'est simple à opérer, mais peut-être c'est une marque indirecte, c'est-à-dire que lui vend un collier et que nous on vend des chaussures. Donc c'est totalement différent. Donc là, on n'est pas si confiant que ça. Et en fait, nous ce qu'on veut, c'est lancer des ads qui peuvent avoir le plus fort impact, c'est qu'on est le plus confiant et on sait que c'est facile à opérer. Bien sûr, on va faire des ads qui sont moins faciles à opérer, mais ça peut être la priorité. Une ad de high production, on sait qu'on va prendre des acteurs, on sait que ça va être un gros shooting, ça va coûter 10, 50K. Ça va être très dur à opérer. Même si on est sûr de l'impact, ben on ne peut pas faire que ça. Donc ça, c'est une petite méthode pour prioriser. Vous pouvez appliquer dans pas mal d'aspects de votre business. Simplement regarder à quel point c'est facile à opérer, quel impact et à quel point vous êtes confiant que ça marche. Donc en CRO, ça se fait pareil. Quand je priorise mes tâches pour une planification d'objectifs, c'est pareil. Donc bref, on priorise ce qui est important et on va venir créer des cartes. Je me suis un peu perdu, mais en gros, on va venir créer une semaine type de cartes de créatifs qu'on va lancer. Et on va venir ensuite voir lesquelles ont le plus d'impact. Ok, on sait que chaque semaine, on fait des copies de statics du compétiteur et que ça marche. Ok, ben chaque semaine, il faut faire plus de copies. C'est-à-dire qu'il faut poser plus de volume de copies de statics. On sait que les UGC, ça marche bien. Ok, ben on va faire chaque semaine au minimum 3 UGC. Mais en faisant une semaine type, vous allez pouvoir anticiper les semaines après de la production. C'est-à-dire que vous avez votre semaine type, vous savez que vous allez devoir lancer 3 UGC, ben il faut préparer en amont pour avoir le contenu UGC à lancer dans la semaine. Donc en fait, avoir une semaine type, ça vous permet d'anticiper le futur. Et après, vous avez d'autres cartes, par exemple, ok, nouveau script, ok, on part de zéro, on fait un nouveau script selon les idées. Vous avez des itérations, ok, on va faire du add level. Add level, chez nous, on appelle ça, on reprend un winner et on va venir tester plein de différentes variations du winner, mais une seule chose à la fois. Je vous en parlerai après. Et une fois que vous avez votre semaine type, vous allez venir tester ces cartes-là et ensuite les noter par impact. Ok, bon, vous voyez que chaque semaine, le fait de faire du UGC, c'est jamais winner. Et ben, on arrête de faire des UGC. On en fait peut-être qu'une fois par semaine. Et comme ça, en fait, vous construisez un système qui va être performant. C'est comme une équipe de foot. Ok, vous avez des joueurs qui sont performants, ensemble ça match ou pas. Et une fois que vous avez votre équipe type, ben, chaque semaine, c'est le minimum que vous allez faire. Ensuite, des templates de créa, des scripts déjà pré-remplis, donc anticiper, comme si vous étiez une agence de créa. Le but, c'est de travailler comme une agence pour avoir tout ce qui est préfet pour aller beaucoup plus vite. Donc faire des blocs marketing réutilisables, avoir une liste de hooks, avoir un ChatGPT entraîné pour votre marque. Maintenant, ça devrait être quelque chose d'indispensable
vous avez une marque, vous entraînez un ChatGPT avec votre marque. C'est-à-dire vous donnez tout le contenu sur les créatifs, des top créatifs stratégistes, des vidéos, des podcasts. Je sais qu'il y a certaines personnes même qui ont pris des podcasts qu'on fait, pour ceux qui connaissent, et qui ont entraîné un créatif stratégiste avec tous nos conseils, et que ça marche bien. Et il m'a donné le GPT et je l'ai testé, ça marche bien. Donc maintenant, avec l'IA, c'est très simple. Donc entraînez votre ChatGPT avec tout ce qu'il y a en copywriting et en créa. Vous donnez des livres comme Breakthrough Advertising, Catch Advertising ou d'autres livres marketing. Et ensuite, vous donnez toute la data de votre marque, c'est-à-dire vos surveys, c'est-à-dire vos sondages de clients, comment vos clients pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Vous donnez toute la data de votre analyse marketing, c'est-à-dire en amont, vous faites une analyse marketing, je vous donnerai en bonus comment faire une analyse marketing avec ChatGPT en 5 minutes, un truc déjà bien ficelé. Puis toute cette data-là, vous la donnez à ChatGPT. Un autre hack, c'est de prendre aussi les avis Amazon. Amazon, c'est une pépite pour avoir beaucoup de clients, selon pas mal d'angles marketing, parce qu'ils n'achètent pas pour un angle. Quand ils achètent un produit, ils achètent pour le produit. Parce qu'ils ne voient pas de pub pour aller sur Amazon. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur Amazon, les gens vont et achètent des produits pour différents angles différents. Donc vous allez vite voir quel angle peut ressortir. Une technique qu'on faisait à l'ancienne, c'est qu'on allait sur Amazon et on regardait tous les commentaires et on regardait qu'est-ce qui ressortait le plus. Par exemple, pour un masseur de pied, on regardait et c'est là qu'on a vu confort, ok, ça ressort 2-3 fois. Neuropathie, ça ressort 200 fois. Syndrome de jambes sans repos, ça ressort 150 fois. Donc là, on voit en fait, grâce aux gens, le TAM, le Total Addressable Market, de différents angles marketing. Et ça, c'est ultra intéressant. Et maintenant, on peut simplement extraire tous les avis avec des extensions des logiciels, et on donne ça à ChatGPT, on lui dit, ok, trouve-moi les top angles. Ok, utilise les mêmes mots des clients pour décrire leurs problèmes, et donne-moi les top problèmes. Et lui, il va vous donner. Donc ça, maintenant, l'IA, c'est insane. Et ensuite, vous organisez tout votre système sur Asana, ClickUp ou Notion. Un système comme ceci, ça c'est le système qu'on utilise. Donc on a les idées, comme je vous ai expliqué avant, c'est qu'on va venir fourrer toutes les idées, tout ce qu'on trouve. Ensuite, on va venir prioriser chaque semaine. Ok, en fonction de notre semaine type, on sait que ça c'est important. Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans la semaine type et quelles sont les meilleures idées. Donc après, on va venir planifier les idées, c'est-à-dire on va venir commencer à fixer une deadline. Ça va venir partir en sourcing to do. Donc là, est-ce qu'on a besoin d'acteurs? Est-ce qu'on a besoin d'acteurs UGC? Est-ce qu'on a besoin de contenu pour matérialiser le script? Des fois non, des fois ça part directement en editing to do parce qu'on a déjà des librairies de footage, donc on a tout ce qu'il faut pour l'ADS. Ça c'est quelque chose de très important, c'est que j'aurais pas le temps d'aller en profondeur aujourd'hui, mais avoir du contenu frais, c'est ultra important. C'est-à-dire, il faut que vous mettez du temps à faire des shootings pas forcément pro, des shootings avec des acteurs UGC qui font du shooting. Je vois trop d'e-commerçants qui font des UGC et qui prennent juste la personne qui parle et ils n'utilisent pas les b-rolls. Tandis que nous, c'est l'inverse. Nous, on demande à la personne, fais-nous des b-rolls et le reste, c'est en bonus. Et on utilise beaucoup des Américains parce que les Américains sont très bons, ils shootent bien, ça coûte pas cher. Donc un autre tips, c'est d'utiliser Backstage. Backstage, c'est un site US qui regroupe des acteurs. Vous pouvez même trouver des acteurs qui font des films Hollywood et à très bon prix. Et même si vous êtes sur le marché français, vous pouvez demander à ces acteurs de faire plein de b-roll. Et vous, après, derrière, vous mettez une voix off française, IA ou réelle. Et ça, c'est vraiment bangers. Donc, ouais, avoir beaucoup de footage, c'est important. Et une fois que vous avez vos scripts, il va falloir avoir les bons footage par rapport à votre script. C'est-à-dire, ne faites pas un script bien fait et après bâcler le travail au niveau des footage. Si vous avez besoin de footage, ok, simplement shootez-le. Shootez-le vous-même, shootez-le avec des acteurs, mais il faut que vous matérialisez votre script. C'est comme faire un superbe, je sais plus, le scénario ou un brief de cinéma, et ensuite derrière, ok, on bâcle un peu les scènes, ça marche pas. C'est exactement pareil. Donc après, on a editing to do, là c'est assigné au vidéo éditeur, on donne une deadline, et après, une fois que c'est édité, je vous simplifie en gros. Lui va venir mettre dans Ads Edited for Review, c'est-à-dire là on va voir le creative stratégiste, ou ça peut être un assistant, s'il a été formé, qui va venir checker la vidéo. Et s'il y a des corrections, il va venir mettre dans correction to do. Et une fois qu'il s'arrive dans correction to do, le vidéo éditeur,
il aura 24 heures pour corriger. Ça, c'est très important et ça, c'est une des bases en opération, même si je ne suis pas un expert en opération, c'est de mettre des délais précis. Parce que si il corrige en 3 jours, ce qui était le cas pour nous, il va venir remettre Ads for Review au creative stratégiste. Le creative stratégiste, si lui aussi corrige en 3 jours et qu'il y a encore des corrections, 9 jours plus tard, l'Ads sera en correction. Et s'il y a encore des corrections, ça fait une Ads qui est lancée en 2 semaines. Donc ça, c'est un truc ultra important en opération. J'ai pas un schéma pour vous montrer, mais en gros, il faut que ça soit à 1-1-1. Idéalement, tout en 1 jour. Tout en 1 jour et ça va venir raccourcir le délai de production. Donc, le creative stratégiste check en 1 jour. Le vidéo éditeur, il corrige en 1 jour. Et comme ça, dans la semaine, c'est lancé. Clairement. Et après, quand on a un gros volume de production, on peut encore optimiser en termes d'heures. C'est-à-dire, le creative stratégiste va venir assigner au vidéo éditeur à 8 heures le matin sa vidéo. Enfin, il va venir le vidéo éditeur va venir donner sa vidéo au creative stratégiste à 8 heures. Le creative stratégiste jusqu'à midi, il doit checker. Et à midi, le vidéo éditeur aura les corrections et lui, il retransmet le soir. Ce qui fait que, en 1 jour, il y aura déjà ce proof check. Et s'il y a pas de correction, ça peut être lancé en 1 jour. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, au proofread, ça c'est parce qu'on a dans d'autres langues. Donc là, simplement, on a une subtask qui s'ajoute. C'est qu'on ajoute les proofreaders. Donc, ok, on a un proofreader allemand. Lui, il a ajouté sur la task, vérifie la créative et dis-moi si c'est bon. Et on le fait là, on le fait pas en script, parce qu'avant on le faisait en script, mais ça rajoutait des délais de production. C'est-à-dire, le proofreader devait checker en script si le script était bon, était bien traduit en allemand. Ensuite, on faisait monter et ensuite on faisait rechecker, parce que tu peux jamais lancer sans refaire checker, parce qu'il y a la voix off derrière. Même si le script est bon, il peut y avoir des footages qui ne matchent pas. Et ça, on l'a enlevé parce qu'en fait, ça rallongeait trop le délai de production. Comme j'ai dit avant, il fallait checker, ça rajoutait 1. Et puis ensuite 1 plus 1 plus 1, enfin fois 1, ça se multiplie. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que on traduit avec ChatGPT, avec un bon prompt. Et ensuite, après, à la fin, on fait juste checker par le proofreader. Et souvent, je dirais à 70%, là, c'est déjà bien. Et prêt à avancer. Et ensuite, on met dans Ready to be tested. Donc là, c'est prêt à être lancé. Ça se déplace sur une board media buying. Et là, c'est lancé par notre assistant media buying. Et ensuite, une fois que c'est lancé, là, il y a d'autres subtasks qui vont venir s'ajouter, comme analyser les performances. Mais en gros, c'est ça un process. Ça doit rester simple. Même si ça paraît compliqué, ça reste simple. J'avais fait des process beaucoup plus compliqués. Mais j'ai vite compris au bout d'un moment donné que dans le business, plus vous avancez, plus il va falloir simplifier les choses. Parce que plus ça va venir ajouter des frictions au niveau production. Un autre tips pour améliorer la quantité, c'est de mettre en place une équipe. Tout seul, vous pourrez faire déjà des bons résultats. Franchement, comme j'ai dit avant, tout seul, vous pouvez tourner avec votre iPhone. Si vous savez un peu les skills, vous pouvez faire des bons shootings, vous pouvez scraper un peu sur YouTube, comme il a dit Alex. Sur Amazon aussi. Amazon, il y a aussi des avis UGC. Vous avez des UGC gratuits sur Amazon. Légalement, je ne sais pas si on peut les utiliser, mais vous n'aurez pas de DMCA, etc. Et vous pouvez déjà créer pas mal de contenu, franchement, avec du contenu sourcé sur Internet. Donc, même tout seul, vous pouvez faire des choses sympas. Mais après, si vous voulez créer chaque semaine des ads winners, il va falloir avoir une équipe. Je vous parle déjà de ce screen à gauche. Donc ça, c'est une marque, je ne pourrais pas dire qui c'est, mais qui fait plus de 200 M. Qui a fait plus de 200 M de spend sur Meta Only. Et moi, je connais leur creative stratégie, c'est on échange. Et ils m'avaient partagé leur schéma d'équipe. Donc c'est assez intéressant. Eux, ils ont spend 200 M en quelques années. C'est une des top marques mondiales. Et voilà à quoi ressemble leur team. Donc ils ont un creative director, qui est basiquement un creative stratégiste. Donc lui, simplement, il va venir chapeauter derrière tout le process. À côté, il travaille avec le media buyer, même si le media buyer, maintenant, ça s'est très simplifié sur Meta. Ensuite, dessous lui, il a actor manager. C'est ce que je mentionne ici, directeur de production, ou ça peut être un assistant. Eux, c'est un rôle un peu hybride. Mais en gros, il faut quelqu'un qui s'occupe de contacter les acteurs et d'avoir des acteurs in-house. Donc en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est ils ont 7 à 10 acteurs in-house, plus ils recyclent chaque semaine, enfin chaque mois, des nouveaux acteurs. Donc ils vont venir retester 5 à 10 nouveaux acteurs chaque mois.
Donc ça leur permet d'avoir beaucoup de contenu UGC, beaucoup de b-roll et de rafraîchir. Et un tips qui marche très très bien, c'est quand vous avez un acteur qui performe, parce que l'acteur UGC a un impact direct sur vos créatives. C'est pour ça que nous, on teste peu d'UGC brut, ça dépend que d'un acteur, parce qu'on sait que l'acteur a un impact directement. Mais si vous avez un acteur qui performe bien, un truc qui est très simple à faire, c'est du lookalike. C'est-à-dire, vous allez venir prendre votre acteur qui marche bien, ok, trouver les patterns. Pourquoi ça marche bien? Parce que c'est une fille, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est jeune. Pourquoi? Et ensuite, une fois que vous avez identifié les patterns, vous allez venir faire du lookalike. C'est-à-dire, vous allez venir trouver tous ces sosies. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est qu'une fois que ça marche, avec une actrice et qu'on prend ses sosies, bah, ça remarche. Ça remarche. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est un petit tips. Donc bref, ils ont un acteur manager, ensuite ils ont un éditeur manager. Donc c'est quelqu'un qui va venir chapeauter tous les vidéos éditeurs. Chez nous, c'est encore le creative stratégiste aidé de l'assistant. Ensuite, ils ont un vidéo quality. Donc là, c'est quelqu'un qui va venir s'assurer que les ads, enfin que les vidéos c'est bien fait. Et je pense qu'il va venir aussi entraîner les vidéos éditeurs. Et après, une fois qu'une ad c'est prêt, elle sera toujours validée par le creative stratégiste. Ça aussi, c'est une erreur que je vois trop souvent chez beaucoup de brands. Et c'était le cas aussi avec mon creative stratégiste qu'on avait. C'est qu'il voulait plus checker les ads. Il m'a dit, ça c'est le rôle d'assistant. Et je lui ai dit, non, c'est un rôle très important. Parce que ton œil, l'assistant ne l'aura peut-être pas. Quand on a un bon creative stratégiste, et il y a des creative stratégistes dans la salle, levez la main. Hein? Ouais, il y en a pas mal, super. Quand on a un bon creative stratégiste, je saurais pas comment expliquer. Je me considère pas comme un creative stratégiste, moi je considère juste d'avoir une vue globale. Mais un bon creative stratégiste, il a l'œil. C'est-à-dire, il a quelque chose en plus que les autres n'auront pas, et il pourra voir quelque chose que les autres ne verront pas. Donc pour moi, un creative stratégiste doit toujours checker l'ads et rajouter un peu de magie s'il doit rajouter de la magie. Ensuite, les vidéos éditeurs, là ils en ont 5 à 6 par team. Donc après, ils ont différents teams, et après ça, c'est une team de production que je pense qu'ils dupliquent. Bah oui, qui dupliquent. Moi, ce que je vous conseille, pour un petit business, c'est que le creative stratégiste, ce soit vous. Les créatifs, c'est tellement important qu'il faut que vous maîtrisez le sujet. Parce que même après, si vous voulez un creative stratégiste, il faut que vous maîtrisez un minimum le sujet pour voir s'il est bon et pour toujours maîtriser votre business. Vu que vous savez que si vous maîtrisez les créatives, c'est égal à de l'argent, mais il faut que vous maîtrisez ça. Donc, le creative stratégiste, c'est vous. Ensuite, vidéo éditeur pour vous aider dans la production. Ça vous empêche pas, si vous avez une idée, de la faire vite sur CapCut. Si vous êtes un petit business, enfin, vous faites, j'ai mis 100K, mais jusqu'à 100K, vous pouvez toujours éditer vous. Après, ça dépend du temps que vous l'allouez, mais ça m'est arrivé des fois d'avoir juste une idée, de me dire, ok, j'ai juste shooté ça, j'ai monté sur CapCut, et que la vidéo, le lendemain, marche, et qu'on espère 300K dessus. Et même l'ADS, que je vous ai montré 1 million, pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai shooté, avec mes parents, chez moi, avec moi, et c'est moi qui l'ai monté sur CapCut, la base. Et après, entre-temps, il y a des vidéos éditeurs, mais la base, l'ADS qui a fait 1 million, qui a spend, je crois 1,5 million maintenant, ben, j'ai tourné tout le contenu moi-même. Et pourtant, je suis vraiment pas bon en contenu, j'ai jamais fait beaucoup de contenu sur les réseaux, je sais même pas les techniques d'iPhone, mais j'avais juste l'œil en sachant ce que je voulais. Ensuite, graphic designer, bah maintenant, je suis désolé de le dire, mais c'est fini, parce qu'il y a ChatGPT. Donc là, il faut juste quelqu'un qui puisse appliquer le prompt. Pour un moyen business qui fait entre 100K et 1 million, ça dépend des niches des industries, bien sûr, mais ça, juste pour donner une ordre d'idée. Vous avez un creative stratégiste que je conseille d'avoir dans la team, plus vous. Vous pouvez être les deux. Mais là, vous pouvez onboarder, vous faites 500K pour onboarder un creative stratégiste, c'est un rôle qui est important, un bon creative stratégiste pour vous aider. Et vous pouvez toujours être là pour apporter des idées, pour l'aider. C'est pas, il n'y a pas besoin de se décharger sur lui. Même si un bon creative stratégiste pourra faire tout le taf, vous pouvez toujours être là et donner des idées, ou être le fondateur, être dans des vidéos, comme beaucoup de fondateurs le font. C'est pour ça que je dis que c'est très important d'être impliqué sur les créatifs, d'avoir les skills, parce que vous pourrez toujours aider à amplifier les résultats de ce système. Ensuite, plusieurs vidéos éditeurs pour une production rapide. Là aussi, en faisant une semaine type, bah, vous savez rapidement combien de vidéos éditeurs vous allez avoir, parce que vous savez une carte, combien de temps ça prend, et vous savez ensuite, bah, ok, un vidéo éditeur, combien de créatifs il fait, et après, en fonction de ça, bah, vous pouvez embaucher un ou plus vidéo éditeur, et vite voir s'il n'est pas performant. Nous, en moyenne, ils font
entre 100 et 150 ads par semaine, un vidéo éditeur, avec un bon process. Mais pas d'ads brutes, de beaucoup d'itérations, il y a aussi des ads brutes. Ensuite, un assistant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire un peu tout, c'est-à-dire chez nous, l'assistant, il manage les acteurs, c'est-à-dire il va venir trouver des UGC créateurs, il va venir trouver les contenus, il va venir envoyer les produits, etc. Enfin, coordonner l'envoi des produits, il va venir aider l'organisation sur Asana, il va venir en fait aider le creative stratégiste. Pour moi, un assistant, ça doit aider on va dire le génie un peu du creative stratégiste. Donc il doit le décharger sur ça. Et il peut faire aussi du graphiste. Nous, on a engagé un assistant qui avait aucune connaissance en graphiste, il avait juste l'œil. Donc dans notre recrutement, je voulais quelqu'un qui ait de l'œil un peu au niveau visuel. Et ensuite, je l'ai formé brièvement. Et là, maintenant, il nous crée des ads Windows chaque semaine en statique. Et il nous fait des trucs incroyables avec l'IA. Parce que je lui dis, OK, apprends un peu l'IA. Et de base, il n'a aucune connaissance. Donc ça peut être ultra intéressant d'avoir un assistant qui puisse faire aussi des créas statiques chaque semaine. Ensuite, un designer, plus besoin. Et pour un grand business, ça va être pareil, creative stratégiste, multiple vidéo éditeur, assistant. Et là, ce qu'on va venir ajouter, c'est un directeur de production. Donc, idéalement, quelqu'un qui va venir aider aux productions. Donc, il pourra être même là sur des lieux de tournage. Ça, c'est vraiment le next level, mais ça veut dire de maîtriser de A à Z votre production. Donc, c'est quelqu'un qui va, comme ici, superviser tout ce qui est partie visuelle. Donc, OK, vous voulez faire un micro-trottoir, lui sera là. Il aura la personne qui va filmer, il va donner l'œil artistique et il va chapeauter toute cette partie visuelle. Copywriter, c'est aussi important. Ça peut venir déjà dans un moyen business. Si vous avez un business en santé, par exemple, un copywriter, il va venir très très vite. Parce qu'en santé, un concept qui marche beaucoup, ça j'en parlerai après, mais par type de niche et par type d'angle marketing, etc., il y a des concepts qui marchent mieux. Par exemple, en santé, les VSL, ça cartonne. Et pour faire une bonne VSL, il faut un bon copywriter. Ou ça peut être vous. Et puis ensuite, à nouveau, pas de graphic designer. Ensuite, tips pour améliorer la quantité, encore un tips. Ce qu'on fait, nous, c'est 60% d'itération et 40% de net new. Donc, je vais m'expliquer. L'itération, en gros, on a une ad qui est winneuse et on va venir l'améliorer. Donc, comme j'ai dit, une ad winneuse ici n'est juste le début, c'est pas très français, c'est juste le début de l'histoire en gros. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'une fois que vous avez une ad winneuse, c'est pas fini. Il va falloir l'utiliser. Et le premier but, c'est-à-dire son premier rôle, c'est de tourner cette ad winneuse en sans ad winneuse. Donc vous allez prendre cette ad winneuse, l'algorithme a déjà de la data dessus. Ça veut dire qu'il va pouvoir facilement savoir vers qui dépenser et il va facilement pouvoir être plus rentable. Donc vous allez baser sur ça pour faire juste des petits changements et faire évoluer votre ads de une ads qui dépense 5K à une ads qui dépense 50K à une ads qui dépense 500K. Un condor, comme je les appelle. C'est une ads qui dépense plus que 500K. Donc vous allez venir essayer de l'améliorer, tester des petites choses, de tester différents hooks, etc. et de comprendre ensuite, selon vos améliorations, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour qu'ensuite votre ads devienne de plus en plus forte. L'exemple que j'ai montré avant, l'ads qui a dépensé plus d'1,5 million, c'est une amélioration d'amélioration. Combien de fois j'ai regardé des stats et je me dis ok, peut-être il faudrait tester ça. Et ok, c'est pas concluant. Oh, ok, ça marche. Et il a pris tellement de choses en faisant passer d'une ads qui dépense 200K à 1,5 million que ensuite ça a aidé à changer tous les standards et le process au niveau des créatifs. On a remarqué plein de choses. On a remarqué par exemple que, bon ça c'est quelque chose qui est peut-être plus inné maintenant, mais dans ce qu'on voit après le hook, c'est-à-dire la première frame qu'on voit après le hook, ça va venir cibler l'avatar. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on voit après le hook, si on a une personne âgée, si on a une personne jeune, si on n'a pas de personne, ça va venir avoir un impact totalement différent sur la créative. Et nous, simplement, ce qu'on avait, c'est qu'après le hook, on avait de base une scène qui était OK, on voyait le produit direct. Et moi, j'ai dit non, OK, on va tester avec un avatar qui fit avec notre avatar, directement, et qui a une émotion positive. Et en fait, ça a cartonné la créative. Ça, c'était le premier glitch qui nous a fait grimper. Après, bien sûr, il y a tous des petits changements dans la créative, c'est qu'on a venu rajouter du social proof, c'est qu'on est venu raccourcir la longueur ou agrandir. En fait, il y a pas mal de tests à faire. Ça, c'est le rôle 2. Le rôle 2 d'une itération, c'est vous allez venir isoler scientifiquement ce qui marche. C'est-à-dire que vous avez un asset qui marche, c'est la créative,
Du coup, c'est super parce que vous allez pouvoir tester une chose à la fois et comprendre si ça marche ou pas. Donc vous allez pouvoir tester le hook, la formule de la créative, changer les blocs, c'est-à-dire ok, ben, vous présentez le produit là, ben, qu'est-ce qui pourrait se passer si d'un coup vous rajoutez un bloc marketing problème, c'est que vous allez venir parler du problème. La longueur, ça aussi c'est ultra simple à faire, ok, ben, vous réduisez la longueur, vous la agrandissez, l'impact peut être gros. Bien sûr, sur les itérations, il y a des impacts des fois minimes, mais ça vous donne quand même du learning, ça vous permet d'apprendre. New face, c'est un truc aussi ultra important. Si vous avez des faces, enfin des visages humains dans votre ads, le fait de rafraîchir, de mettre des autres images peut avoir un impact totalement différent. Nouvelle formule, j'ai déjà mis avant. Et ensuite, à la fin, reassembler les meilleurs combos. Une fois que vous avez vos meilleurs hooks, vous savez quoi montrer après votre hook, vous avez testé différents CTA, vous avez mis des nouveaux visages, vous avez raccourci la vidéo, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous mixez tout ça ensemble? Si vous créez une ads évoluée. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir des ads qui vont mieux performer que vos ads. Donc votre rôle, quand vous avez une ads lumineuse, c'est de la battre, c'est de faire mieux. Et net new, basiquement, moi j'appelle ça net new, c'est tout ce qui va venir être nouveau concept, basiquement nouveau script. Donc un script, une CRA, je l'explique après, le but c'est de faire passer un prospect en acheteur. Et pour ça, il faut planifier, il faut faire un script. Un script, c'est qu'on va dire, ok, en hook, on va montrer ça. L'ads, ça va être une ads qui va venir parler à tel client, sur tel stage d'awareness. Je vais en parler après. Et on va mettre tel bloc marketing. En fait, c'est un plan. Un script, pour moi, c'est un plan. C'est-à-dire, on va venir décomposer l'ads en différents blocs et on va venir analyser chaque ligne pour avoir un script qui est parfait. Une fois qu'il est parfait, qui est bien fait, on va venir mettre en place ce qu'il faut pour le matérialiser. Donc ouais, un nouveau concept, c'est un nouveau script, c'est de nouveaux formats, des nouveaux concepts, des nouveaux angles, vraiment. Quelque chose, c'est que Meta n'a pas de data dessus. Et actuellement, nous, ce qu'on fait, c'est que les net new, on teste toujours en ABIO. Et tout ce qui est itération, on injecte directement en CBIO. Parce qu'on a remarqué que Meta, vu qu'il a déjà de la data dessus, il se peine très rapidement. Un autre tips pour améliorer la qualité, maintenant on parle de qualité, pardon, c'est apprendre à être des snipers. Donc là, on veut être l'attaquant que je vous ai montré avant, qui s'est bien tiré. Un sniper. Je vais vous révéler ici ce que peu de personnes enseignent, c'est justement comment créer des ads si qualitatifs qui peuvent spend 1 million. Et pas comment créer de faibles ads fragiles, parce que là je pourrais vous parler de plein de concepts sympas, mais si je ne vous explique pas les bases psychologiques, vous allez pouvoir créer plein de ads, spend un peu, mais jamais surperformer. Et moi c'est ce que je veux. Je vais vous montrer comment d'entrée de jeu, vous pouvez créer des putains d'ads qui peuvent venir des comptes d'or, donc des ads qui spendent 500K, et rapporter 1 million de revenus. Et je vais vous parler aujourd'hui de 3 piliers. Le premier, c'est viser une audience scalable, les règles hypnotiques à maîtriser dans l'ordre, ça aussi c'est important l'ordre, et les principes psychologiques. Donc le premier, c'est viser une audience scalable. Si vous voulez spend 500K, ça va être très difficile de le faire sur une audience qui n'est pas scalable. Ça va être même du gâchis. Donc là, le premier point pour dépenser, c'est de trouver des grosses poches d'audience. C'est de faire des recherches en amont d'audience, de poches, de potentielles poches market fit, très scalable, avec un fort TAM. Un TAM, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est Total Addressable Market. C'est quelque chose de très important à comprendre. Il va falloir toucher une audience qui a beaucoup de personnes derrière qui peuvent acheter. C'est très très important à comprendre parce qu'on ne veut pas toucher beaucoup de personnes, mais on veut toucher beaucoup de personnes qui peuvent acheter. Et c'est ce qui est différent. C'est la nuance à prendre en compte quand je vous ai parlé du confort. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui veulent du confort pour leurs pieds, mais qui veulent acheter, non. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est une grosse poche d'audience pour notre product market fit. Donc, en gros, une ad scalable, ça c'est une phrase peut-être un peu compliquée, mais c'est une créative montrée sur le bon concept, un concept qui est scalable, qui délivre le bon message, qui résonne le mieux avec le bon avatar, adapté à son niveau d'awareness, j'expliquerai après, et dans l'audience avec le plus gros TAM. Pour résumer, c'est un message qui résonne avec votre avatar, donc le message il est crucial, il est vraiment très important. Donc vous avez des angles marketing, mais pour chaque angle marketing, vous avez différents messages. L'angle marketing n'est pas un message. Le message, c'est comment ça va venir résonner.
Donc le message doit résonner avec son avatar. L'audience, il va falloir une audience avec un marché avec un gros TAM. Sinon, vous allez jamais spend 500K. Par exemple, faites repousser vos cheveux en une semaine. Votre angle marketing de votre produit, on va dire, vous avez un shampoing bio qui permet d'avoir des cheveux forts, des cheveux en bonne santé. Et le message qui résonne le mieux, c'est la repousse des cheveux. Et votre audience, il est énorme parce qu'il y a énormément de personnes, on va dire, si vous ciblez des hommes, qui ont des problèmes de cheveux et qui veulent des cheveux repousse. Donc c'est un TAM énorme. Le TAM il est énorme, vous l'avez validé avec ChatGPT, maintenant c'est simple à voir. Ok, combien de personnes en France ont des problèmes de cheveux? Combien de personnes seraient prêtes à acheter? Donne-moi le TAM et il vous donne tout. Et ensuite, avec l'analyse marketing, vous avez donné toute la base des commentaires, Amazon, etc. Ok, qu'est-ce qui pourrait être important pour eux? Je pense pas qu'il va vous dire que le top angle à tester, c'est d'entretenir ses cheveux. Il va vous dire, ok, si ça pourrait repousser, ça serait génial. Après, bien sûr, il faut que votre produit puisse le faire. Et un concept scalable. Une UGC, ça va pas être autant scalable qu'un mashup. Comme j'ai dit avant, si vous basez sur un seul humain, l'humain a un impact dans la créative. C'est-à-dire que, en règle générale, en tout cas chez nous et chez beaucoup de mes confrères qui ont des agences, les UGC c'est bien, ça permet d'avoir du spend, mais ça permet pas d'aller chercher du 500K de spend. Ça peut, mais c'est plus rare. Souvent, très souvent, les ads qui vont venir chercher beaucoup de spend, c'est en mashup. C'est-à-dire, on part du script, et ensuite, derrière, on va venir prendre les b-rolls qu'il faut. Et peut-être, il y a plusieurs types de personnes. Et idéalement, ces personnes qui restent dans le même persona. Et un awareness scalable. Qui ici connaît les stages de conscience du marché? Vous pouvez juste lever la main, que je sache. Ok, c'est déjà bien. C'est déjà très bien, parce que l'année passée, rien que l'année passée, il y a très très peu de personnes qui connaissaient ça. Donc les stages de conscience, je vais pas trop m'éternaliser dessus parce que il y a beaucoup de choses à y dire. Mais en gros, c'est les différents stages de conscience de votre marché, comme l'a expliqué William, par rapport à un produit. Et plus il va être unaware, plus ça va être scalable. Donc plus ça va être intéressant de venir targeter ces audiences-là. Mais plus ça va être difficile à toucher. Donc je vais partir tout en bas. Aware, donc je vous mettrai une explication complète en bonus, c'est que j'explique plus en profondeur, vous savez que vous avez les slides, etc. Parce que là, j'ai un timer et je vois que j'ai déjà dépassé de 6 minutes. Donc en gros, Aware, il connaît votre produit, il sait qu'il veut acheter, il veut juste la meilleure offre. Donc là, des ads très simples, même des statiques. Ok, maintenant il faut acheter, ça va venir marcher. Après, il y a une notion de timing aussi. Ensuite, Product Aware, c'est le prospect, il connaît votre produit, mais il ne sait pas encore que c'est la meilleure solution. Donc, il ne sait pas encore qu'il va acheter chez vous. Ensuite, vous avez Solution Aware. Là, il connaît son problème, donc il sait qu'il a des douleurs de genoux. C'est assez simple à expliquer. Il sait qu'il existe pas mal de solutions. Il sait qu'il existe les crèmes, il sait qu'il existe la chirurgie, mais il ne sait pas encore quelle est la meilleure solution. Et ce qui est très important à prendre en compte, c'est qu'en fait, votre script ne va pas être pareil pour quelqu'un qui est unaware, quelqu'un qui est aware. En fait, il va y avoir des blocs à mettre dans l'ordre pour le convaincre. Parce que quelqu'un qui sait pas encore quelle est la meilleure solution, vous pouvez pas juste se dire achète mon produit, c'est la meilleure offre. Ça va pas marcher. Vous, pour lui, pour le convaincre, il va falloir lui parler, ok, t'as ce problème de genou. Tu penses que les meilleures solutions, tu sais pas encore quelle est, non, je vais refaire. T'as un problème de genou. Tu as peut-être essayé les crèmes, mais les crèmes, ça n'a pas d'effet. Tu penses peut-être à la chirurgie, mais tu sais que la chirurgie, ça a 70% de chances de marcher, et ça peut te laisser des séquelles. Bref, vous allez venir discréditer les autres solutions avant de passer à votre speech de votre produit et de votre offre. Si vous faites pas ça, ça va pas marcher, ou ça va pas marchoter. Donc c'est très important à prendre en compte, c'est que votre script doit targeter un stage de marché précis. Parce qu'il y a des blocs à mettre dans l'ordre pour que ça convainc la personne. Sinon, vous allez faire avoir des achats, mais ça va pas marcher comme vous voulez. Et c'est pour ça que Problem Aware, il y a trop de personnes qui entendent problème, il faut parler du problème, et ils font des ads qui commencent par le problème, sans après avoir les blocs marketing qu'il faut pour faire vendre. Et quand on parle du problème, et qu'on veut vraiment vendre, il faut mécaniser le problème. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi ça survient, pour montrer que vous êtes un expert. De créer, on appelle ça un unique mécanisme du problème. On explique vraiment, de manière très logique, comment le problème survient,
ben, vous avez un problème de genou, c'est parce que vous avez une dégénérescence du cartilage. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous descendez des escaliers, ça grince, ça fait mal. C'est parce que votre cartilage il est trop mangé et que les os se touchent. Et lui va dire ok, bah c'est exactement ça, mais je savais pas que c'était ça le nom. Donc ok, vous passez pour un expert. Et ensuite vous allez dire que ce problème il est dû parce il stimule plus de collagène. C'est un gros problème. Et le fait d'avoir des crèmes, ça va pas stimuler du collagène. Donc là après vous arrivez sur votre bloc de solution aware. Donc vous allez venir discuter des autres solutions par rapport à votre problème et par rapport à comment vous avez mécanisé votre problème. Vous allez dire, ok, ben, les gaines, c'est bien, ça supporte la douleur temporairement, mais ça permet pas de réparer le collagène. Et la chirurgie, c'est pire. La chirurgie, ils vont juste vous mettre une orthèse et vous allez juste plus avoir de douleur, mais vous aurez pendant un certain temps, enfin plus de douleur et après ça va revenir. Puis après vous allez venir introduire votre produit. C'est que là vous allez avoir l'unique mécanisme de la solution. Ou c'est que là votre unique mécanisme de la solution sera basé sur votre unique mécanisme du problème. C'est un pont. En fait vous aurez expliqué quel est leur problème de manière très bien expliquée et comment le solver. Et ensuite vous allez venir introduire votre produit. C'est pour ça que votre produit, un masseur de genoux qui utilise une lampe infrarouge, est la meilleure solution pour stimuler le collagène, en même temps réduire les douleurs, etc. Et c'est comme ça que vous vendez. Et en fait, il y a des ordres de blocs marketing à mettre dans l'ordre pour vraiment, sur la masse, avoir une ads qui est bangers. Ensuite, problem aware, il sait qu'il a un problème, mais il connaît pas encore les solutions. Donc c'est quelqu'un qui a des douleurs au genou, mais il sait même pas qu'il existe des solutions. Donc lui, il pouvait pas y parler de solutions directes. Il va dire, ok, mais j'avais jamais pensé aux crèmes. Donc si vous dites, n'achète pas les crèmes parce que c'est pas bon, mais il n'avait même pas pensé aux crèmes. Donc lui, il va falloir l'éduquer par rapport à son produit, déjà appuyer les douleurs, c'est-à-dire appuyer sa douleur, montrer que c'est quelque chose de très important. Ok, bah t'as mal au genou, si tu n'agis pas, ça peut dégénérer, tu vas pouvoir manquer du temps avec tes proches, et ensuite après introduire les autres solutions, mais d'une manière différente. Et après, une aware, il sait même pas qu'il a un problème. C'est-à-dire il boite, mais il sait même pas qu'il a un problème de genou. Donc lui, il va falloir encore lui faire prendre conscience de son problème. Et après, une aware, ça peut être aussi toucher des audiences qui sont juste pas conscientes de tout ça. C'est que vous allez pouvoir les toucher avec une histoire ou un hook, un angle très unaware, c'est-à-dire qui va venir toucher des besoins fondamentaux de survie. Par exemple, vous avez commencé l'histoire. Ok, ben si vous êtes un homme qui habite en France, attention parce que vous risquez quelque chose de très grave. Et ensuite derrière, trouver tout un speech pour vendre. Donc, je vous ai mis deux exemples pour illustrer ça. Le premier, on a le message, c'est le t-shirt qu'il faut oublier ce que tu portes. Donc, j'ai pris t-shirt, c'est très simple. Donc, en gros, le message, c'est un t-shirt qu'il faut oublier ce que tu portes. On veut mettre en avant le bénéfice sur les sensations de confort. Donc, langue marketing, techniquement, ça va être le confort. Le concept, c'est un POV. Ok, tu mets ce t-shirt, tu te sens instantanément libre, confiant, cool. Donc, le concept pour illustrer le message. L'avatar, c'est un homme blanc, 35 à 40 ans, il aime les basiques de qualité, il cherche à bien paraître sans y penser, style casual chic. Et la stage d'awareness, c'est solution aware. Donc il sait qu'il a besoin de renouveler ses t-shirts, donc il connaît déjà les différents types de t-shirts, il connaît. Il en a marre des t-shirts qui sont pas confortables et il veut un t-shirt qui se déforme pas. Il veut pas un t-shirt qui se déforme, qui gratte. Ça, si c'est bien fait, ça peut être une bonne ad winneuse. Mais à nouveau, ça sera pas très très scalable. Et je vais vous montrer un exemple qui sera très scalable. Vous avez pour le même produit, le même produit, l'angle, les femmes vous remarqueront dans ce t-shirt qui vous mettra en valeur. D'entrée, vous allez venir targeter dans l'émotionnel, montrer des femmes qui sont attirées par les hommes avec ce t-shirt. Donc d'entrée, vous êtes très unaware, comme j'ai montré avant, tout en haut de la pyramide. Donc très très scalable si ça marche. Le concept mashup, donc vous n'allez pas vous baser sur une seule personne, vous allez venir enchaîner des femmes, enfin enchaîner des réactions de femmes, des hommes, montrer à quel point ils se sentent bien, mettre une voice-over, bien faite. Et l'avatar, c'est un homme de 40 à 55 ans, américain, mais bon, l'autre c'est aussi américain, qui est un peu costaud, qui cherche à rester attirant sans y réfléchir, il aime les vêtements simples, ça peut être c'est un père de famille ou célibataire récent. Et l'awareness, c'est très unaware. Donc en fait, on target un homme qui cherche même pas des t-shirts, qui sait même pas qu'il a un problème. Il cherche, il connaît bien sûr les produits, parce que t-shirt c'est un produit qu'on connaît, mais
il pense même pas avoir un problème. Mais il aura envie d'acheter parce qu'il aura une envie de plaire. Parce que chaque homme a envie de plaire. C'est pour ça que ça va être très très scalable. Et une ads comme ça, c'est bien fait, ça peut être bangers. Et si je vous le dis, je sais, parce que des marques comme True Classic font des ads comme ça et scale des sommes astronomiques parce qu'en fait, ils ont compris comment avoir une audience scalable. Ensuite, on va venir parler des règles hypnotiques à maîtriser dans l'ordre. Donc là, c'est quelque chose de très très important. C'est même la partie la plus importante. Scaler, c'est réussir à convaincre une audience qui est de plus en plus sceptique à acheter. Donc c'est simple de faire quelques ventes, mais ça va être plus simple, ça va être plus dur de convaincre quand on va venir vraiment dépenser beaucoup. Donc là, il faut que votre ads soit solide. Donc au début c'est facile, mais ensuite il va falloir que ça soit très très solide du hook au CTA. Donc tout est important dans l'ads. Même les ad copies, même les headlines, même la miniature. J'en dis c'est pas important, mais c'est très important. Enfin c'est un aspect qui est important quand on veut créer une ads winneuse. Ça c'est le framework de la créative. Là pareil, c'est pas exactement le même schéma que je voulais mettre. J'avais mis un schéma mais on n'avait pas update. Il y a un petit problème. Mais en gros ça c'est le framework de la créative. Au tout début, ce qu'on veut, c'est capter l'attention. Donc c'est le premier objectif. Ensuite, on va avoir le first frame qu'on voit après le hook, qui va être aussi très important. Donc là, qui va venir cibler l'avatar. Donc là, faites attention, qu'est-ce que vous montrez. C'est une erreur trop commune de montrer une actrice UGC qui est jeune et qu'on target des vieux, parce que c'est plus simple de trouver des actrices UGC jeunes, mais notre audience, elle est vieille. Donc là, faites attention, trouvez des acteurs plutôt vieux si vous targetez à des vieux. Donc là, comme j'ai dit, c'est avatar target. Et ensuite, il va falloir maintenir l'attention. Donc c'est bien beau, vous allez maintenir l'attention, vous avez peut-être créé un pic émotionnel avec votre hook. Il va falloir maintenir l'attention et générer des émotions. Comme il a dit William, générer des émotions négatives, ça a beaucoup d'impact. Ça se retient. C'est très puissant. Donc souvent, ce qu'on essaie de faire, même dans le hook, c'est générer des émotions négatives. Ensuite, faire passer par des émotions positives. Parce qu'en fait, on va venir montrer, ok, ils sont là, sont tout en bas. Ensuite, on va venir montrer où c'est qu'ils peuvent être. Donc, on va venir créer un gap. Et ensuite, on va venir refaire descendre. Ok, vous êtes tout en haut, voilà comment ça pourrait se passer avec votre produit. Mais si vous n'agissez pas, vous serez toujours là. Ça permet de faire, en fait, prendre conscience du gap. Ça, c'est très puissant. Donc, de jouer sur plusieurs types d'émotions, négatives, positives, négatives, ça permet de vraiment faire prendre conscience de l'importance aux gens et de faire passer à l'action. Et ensuite, de convaincre le cerveau rationnel. Il y a quelque chose, j'expliquerai ensuite juste après, mais il y a un mécanisme d'autodéfense pour tout. Ça se passe dans le cerveau humain. C'est même quand on a une émotion, on va venir toujours trouver des manières de pas acheter. Ok, mais pense à ci, pense à ça, pense à ça. Et on doit convaincre ce cerveau-là. C'est très important. On veut que la vente, ça se fasse très facilement. Donc on est obligé d'anticiper ce qui va pouvoir avoir comme frein à l'achat. Puis ensuite, il y a le call to action. Donc ça aussi, c'est très important, j'en explique juste après. Donc, les frameworks de l'ADS. Donc la première étape, captiver l'attention. Il y aura 0 condor sans un bon hook. Un hook, c'est crucial. Personne ne verra votre ads si vous n'avez pas un bon hook. Du moins, très peu de personnes. Comme c'est la première porte d'entrée, on veut qu'il y ait un maximum de volume qui rentre dans votre créative. Et pour avoir un maximum de volume, il faut un très bon hook. Un hook, ça se mesure par une métrique qui est simple. Je pense que beaucoup de la connaissent, c'est le hook rate. Ça a pas mal de noms. Il y a aussi la métrique de la première seconde vidéo. C'est que c'est vidéo play divisé par impression, si je dis pas de bêtises, qui permet de mesurer la qualité de votre première seconde. Ça peut être influencé par la miniature et par ce que les gens voient en première seconde. Mais basiquement, il faut avoir un bon hook. C'est-à-dire, il faut avoir 3 premières secondes, même 2, qui est très bien fait. Et qui va venir faire arrêter de scroller la personne sans qu'il s'en rende compte. Donc lui, il est en train de scroller et il faut qu'il y ait quelque chose qui le fasse arrêter de scroller. Là, pareil, je pourrais faire une présentation sur les hooks, il y a tellement de choses à dire, donc je vais essayer de rester à l'essentiel. En gros, on va venir mettre en place des patterns interrupts psychologiques. Ça veut dire on va venir utiliser des principes psychologiques qui vont le faire arrêter. Et ça, c'est simple, c'est qu'on a été éduqué, sous pas mal de manières, à captiver notre attention. Une des techniques très simples, c'est qu'on a des signaux de danger, comme stop, attention, qui de base ont toujours été, du moins dans nos pays, en rouge et blanc. Quand on sait ça, on sait que, ok, si on veut nous faire arrêter ça en rouge et blanc, eh ben on va venir mettre des textes en rouge et blanc. Et c'est exactement ce que font les brands. Elles mettent des textes sous un fond rouge avec du texte blanc,
parce qu'elles savent que ça captive l'attention. Il y a plein de signaux comme ça. Par exemple, quand quelqu'un lève la main, eh ben, on va venir voir qu'est-ce qu'il a à dire. Donc, de mettre dans votre hook quelqu'un qui lève la main, eh ben, on va vouloir savoir, ok, qu'est-ce qu'il va dire. Quelqu'un qui va venir claquer des doigts, on sait que quand on claque des doigts, il y a quelque chose qui se passe, ben, c'est un très bon hook. Parce qu'on sait que, instinctivement, quand quelqu'un fait ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et il y a pas mal de techniques. Mettre des femmes, c'est prouvé, ça améliore le hook. Non seulement chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Chez les hommes, on comprend pourquoi, mais chez les femmes, ça je ne saurais pas dire, mais statistiquement, ça améliore le hook. Mettre des visages, donc visage féminin, aussi ça s'améliore le hook. Et après, il y a plein de techniques. Je ne vais pas m'éternaliser dessus. En règle générale, on utilise la règle des 3 P pour savoir comment construire les messages par rapport à notre hook. Et on parle soit du problème, soit du produit, soit du persona. Et le hook doit être aussi très simple à comprendre. Ça sert à rien de faire quelque chose de très compliqué parce qu'en fait, on va créer une friction à l'entrée de votre parcours hypnotique qui est pas bonne. Et nous, ce qu'on veut, c'est de créer une brèche au début de votre ads pour qu'ensuite le parcours hypnotique se fera naturellement et même créer une émotion directement d'entrée dans le hook. Ensuite, on doit maintenir l'attention. Donc c'est bien beau, on a captivé la personne durant les 3 premières secondes, mais il faut qu'elle reste. C'est pour ça que l'avatar est aussi important parce qu'en fait, il va venir targeter les bonnes personnes. Si nous, on sait que c'est notre avatar, de montrer un avatar, ceux qui vont regarder, ils seront directement qualifiés. Et en hook, ça je l'ai pas mentionné, mais si vous montrez directement votre produit, votre hook rate sera beaucoup plus bas, mais les gens sont beaucoup plus qualifiés. Il y a un impact entre le hook rate et le taux de conversion. Il n'y a pas que le hook rate. Sinon, vous pouvez montrer n'importe quel hook clickbait et mettre avec du contenu qui est pas avec votre ad, ça va pas matcher, donc vous aurez un bon hook, mais derrière les gens vont pas acheter. Donc prenez bien en compte votre taux de conversion aussi. Donc maintenir l'attention, il y a pas mal de techniques pour que les gens continuent à regarder votre ads. Comme je l'ai dit, c'est très important, vous êtes comme dans un film, il faut que les gens restent naturellement à regarder votre vidéo. La technique du re-hook est très simple, c'est simplement mettre dans votre ads des nouveaux hooks dans la vidéo pour que les gens soient re-hook. En fait, c'est une technique très simple. 2-3 secondes per frame, voire moins, mais idéalement, je conseille 2 secondes, c'est-à-dire il faut que pour chaque propos, on ait le temps de voir le footage et que ça soit très dynamique et que ça change très vite, tout en permettant à la personne de scanner facilement le contenu. En fait, il faut que la personne ait le temps de scanner le message et le footage, et ensuite ça change de scène. Et transitions simples, ça sert à rien de mettre des transitions trop compliquées, il faut que ça soit très simple. Et il faut avoir les mêmes transitions. Si vous faites une transition qui s'ouvre comme ça, ensuite comme ça, pour la personne, ça casse son parcours hypnotique. Et nous, je rappelle, on a captivé l'attention d'une personne, on veut qu'il regarde et que tout du long, en fait, il arrive, sans vouloir, à presser à la fin, finaliser la commande. Donc en fait, il faut que il reste en fait dans cet état hypnotique. C'est pour ça qu'on doit parler à l'inconscient de la personne et éviter tout ce qui est irritant. Donc c'est pour ça que maintenir l'attention est très important, il faut que ça reste fluide. Zoom sur les spokespersons, ça aussi c'est une erreur que je vois et qui est tellement simple. Vous avez un acteur UGC qui parle pendant 3 secondes, quand il a plus un propos, juste de zoomer, de dézoomer, ça met du mouvement, ça captive l'attention. Regardez les films de cinéma, regardez notamment les Marvel qui sont très bien faits, c'est que ça change toutes les 2-3 secondes de plan, c'est que les techniques de cinéma sont à la pointe, les films Spielberg aussi, ils savent en fait quelle technique pour nous maintenir l'attention. Même si c'est nous qu'on regarde le film volontairement, nous on doit faire pareil pour les ads. Et ensuite, il faut générer un pic émotionnel. Donc ça c'est très important, il faut qu'il y ait un pic émotionnel. Sinon, la personne ne voudra pas acheter. La personne, elle a une douleur, elle doit avoir payé, donc il faut générer un pic émotionnel plus fort que la douleur d'achat. En gros, c'est ça. Et ça, il y a pas mal de techniques. Ça se passe par le script, ça passe par comprendre son persona, comprendre quel est son problème, d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire, ok, vous comprenez tellement bien la personne que vous savez exactement ce qu'il a besoin. Et simplement de matérialiser ceci en script et dans une ad. Donc de montrer des visages, de montrer des triggers, ça je vous expliquerai après, des triggers d'émotion pour générer un pic émotionnel. Mais il faut comprendre la personne. Il faut passer beaucoup de temps en recherche pour que vous compreniez parfaitement à qui vous adressez, quel est le problème qu'il a et quels sont les déclencheurs pour générer des pics émotionnels. Donc, on est toujours sur les règles hypnotiques. Donc, convaincre le cerveau rationnel. Comment convaincre le cerveau rationnel? Donc, vous avez généré une émotion, vous avez captivé l'attention, vous avez maintenu l'attention, vous avez généré une émotion. Et maintenant, il va se passer quelque chose, c'est votre prospect, c'est qu'il va avoir
des réticences. C'est comme si vous convainquez, je sais pas vraiment le terme français, vous convainquez un enfant de 5 ans, il lui veut acheter, c'est bon, il veut sa glace, mais après il va avoir la maman qu'il va falloir convaincre. Donc il va falloir avoir d'autres arguments que chez la maman. Si vous dites non, c'est la meilleure glace et tout, elle s'en fout. Ça va pas être émotionnel, elle va être rationnelle. Donc vous allez avoir un mécanisme de self-défense qui va venir apparaître chez votre prospect. C'est le cerveau rationnel. Et lui, il va falloir lui répondre aux objections dans l'ordre. Et ça, c'est important. Vous faites une analyse marketing, vous voyez qu'il y a des objections. Vous devez comprendre, dans votre ads, quelle objection va être mise en premier. C'est très important. Parce que si sa première objection, c'est, ok, je sais pas, je pense que sur moi, ça va pas marcher, et que vous, en premier, vous dites, c'est waterproof, parce que vous voyez que c'est une autre objection, l'impact va être réduit parce que les gens vont lâcher. Donc ce qui est très très important, c'est de comprendre dans votre ads quelle objection va être mise en premier. Et ça c'est pareil sur une landing page. Il faut comprendre, ok, il a vu ça, quelle objection il va avoir là. Et ensuite de mettre dans l'ordre les réductions aux objections. En principe, ça c'est des objections qui reviennent souvent pour beaucoup de produits. Le premier c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? C'est bien beau tout ce qu'il m'a montré, ok c'est bien beau, mais moi je suis unique. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc ça, il va falloir lui répondre. Oui, ça fonctionne pour tout le monde. Regarde, on t'a montré des avatars, ils sont comme toi, ça fonctionne. Quelle chance que cela fonctionne? Ça aussi. Ça montre, mais est-ce que ça fonctionne tout le temps? Donc là, vous démontrez que c'est no-brainer, ça fonctionne tout le temps, ou du moins le plus possible. Et Hormozy qui a pris pas mal de ces lignes, qui a mis dans son offre. Donc son offre, je sais plus exactement de tête, mais quelle chance ça va fonctionner, enfin la pourcent de chance ça va fonctionner, en combien de temps. Et il y a une formule, bref, mais ça reprend exactement les principes. En combien de temps? Le facteur temps est très important. Si vous avez votre shampoing qui permet de faire repousser les cheveux, et que vous dites pas que c'est en 1 semaine, il va se poser la question en combien de temps. Si vous dites pas, ça va être difficile de faire une ads qui spend. Quel effort cela va me demander? Il va toujours se dire, ok, l'être humain c'est un fainéant. Il va toujours venir rationaliser, est-ce que ça vaut la peine? Un shampoing qu'il faut mettre sur les cheveux, mais avant je dois faire tout un mélange avant, ça va être plus compliqué de vendre qu'un truc qui est tout fait et qui est tout simple à mettre. Et sophistication, est-ce que cela va être simple à utiliser? Particulièrement chez les produits où c'est que votre audience est vieille, il y a des aspects qu'on oublie, c'est la sophistication, à quel point ça va être facile à utiliser. Vous vendez à des personnes qui ont 60 ans plus et des personnes qui ne savent pas se baisser. Donc montrer que c'est simple même pour les personnes qui ne savent pas se baisser, c'est important. Ça, il faut le comprendre. Et après, autre objection sur l'analyse. Ça, c'est juste des objections type qu'il y a souvent, mais il faut que vous fassiez une analyse marketing pour voir quelles sont les objections qui reviennent. Donc, on doit montrer les bons footage pour chaque propos. C'est crucial pour le cerveau. Là aussi, vous avez un bon script. Il faut montrer les bons footage. Surtout à cette partie-là. C'est que le cerveau, il est rationnel. Si vous parlez juste du propos, ok, quel exemple je peux vous donner? Le shampoing, ça va marcher en 1 semaine. Et que vous montrez juste une personne qui parle de ça, ça va pas avoir le même impact si vous montrez, mis sur les cheveux, et 1 semaine plus tard, une image qui montre que ça a repoussé. Ou une mécanisation en 3D. Ça montre qu'on a appliqué le shampoing et que ça a repoussé. Donc ça, c'est très très important à cette partie-là. Il faut montrer les bons footage. Et les bénéfices battent les fonctionnalités à tout le temps. Donc je pense que vous savez, c'est une des bases en copywriting. On parle en bénéfice et pas en fonctionnalité du produit. Et ensuite, à la fin, indiquer clairement ce qu'il doit faire. Donc c'est très important. Le call to action, il est très souvent négligé. Et quand on veut faire vraiment une ads qui spend beaucoup, le call to action est important. Parce qu'à la fin, on a hypnotisé les personnes. Mais si on termine pas l'hypnotisation, comme je peux appeler ça, les personnes risquent de partir. Ils vont pas naturellement cliquer. Tout du long, on leur a dit quoi faire. Et là, à la fin, ils font quoi? Donc là, ce qu'il faut, c'est leur indiquer qu'est-ce qu'ils doivent faire. En règle générale, les meilleurs call to action qu'on a, et j'ai discuté avec des agences, top agences mondiales, pour eux, on est venu à un accord, c'est que ça dure entre 3 et 7 secondes. Pour bien souvent, les meilleurs call to action, ça dure entre 3 et 7 secondes. Et ça doit rester inaperçu. C'est-à-dire, on veut pas que la personne voie que c'est un call to action. Ok, il a regardé tout là, c'est à la fin, il dit simplement ce qu'il doit faire. Donc un mauvais exemple, c'est une actrice UGC, et ça c'est un exemple que je vois souvent, qui disent ok voilà, la marque a une offre, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a une promo.
non seulement, n'hésitez pas, c'est pas un bon terme, parce que la personne ne comprend pas la négation, donc il va hésiter à aller. Une promo, c'est pas clair. Ok, c'est quoi une promo? Il n'y a pas d'image mentale précise sur une promo. Donc là, mauvais call to action. Tandis qu'un bon call to action, c'est cliquer sur le lien ci-dessous. Donc lui, il regarde là, c'est ok, clique sur le lien ci-dessous pour finalement retrouver votre silhouette de jeunesse. Ok, on vendait un produit pour retrouver une silhouette. Et l'offre se termine bientôt. Là, c'est quelque chose de très simple à comprendre et qui va venir prolonger l'ads. Et ça passe pas sur call to action. Là, je vais vous montrer juste l'exemple d'un bon call to action. Donc là, ce qu'elle dit, c'est garanti, ça va faire tomber des pantalons. Ils offrent 30 jours de satisfaction. Testez-le. Ça va augmenter vos chances avec les femmes. Et après, à la fin, il y a encore un truc que je pense à couper. Ça, c'est une marque qui font plus de 5M le mois et qui font des très très bonnes créatives. Je connais les owners. Et c'est un très bon call to action. Et ce call to action là, ils l'ont testé. C'est pas pour rien qu'il est là. Ils mettent pas pour chaque ad, c'est un call to action différent. Ils font des beaux call to action, puis après, quand ils ont une bonne ad, ils remettent le call to action. Les principes psychologiques. Donc vous avez créé un chemin inconscient positif. Il faut que tout du long de votre ads, il n'y ait pas de friction inconsciente. Donc il faut éviter tous les éléments irritants ou déstabilisants. C'est-à-dire tous des trucs que vous n'aurez jamais pensé. C'est-à-dire des erreurs visuelles, auditives, des tons inappropriés. Tout ce que, inconsciemment, ça peut irriter l'inconscient. C'est-à-dire tout ce que quand vous regardez l'ads, vous savez pas pourquoi, mais ça vous dérange. Ou c'est pas fluide, ou il n'y a pas quelque chose qui se passe. C'est pour ça qu'on veut venir soigner la lisibilité inconsciente avec une méthode Disney. Donc ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois pour ceux qui regardent ce que j'ai déjà parlé sur YouTube. Je montrais plusieurs fois Mickey parce que pour moi, c'est ultra important et ça permet de très bien illustrer ce que je veux dire. La méthode Disney, c'est quoi? C'est qu'ils ont remarqué que les formes pointues, ça irrite l'inconscient et ça crée des pensées négatives. C'est-à-dire, c'est prouvé, il y a le Feng Shui aussi en Chine, qui montre que certains types de formes irritent l'inconscient ou a des messages négatifs, tandis que d'autres a des messages positifs. Et c'est pour ça qu'ils ont créé tous leurs personnages, tous leurs dessins animés, avec des formes arrondies. Il n'y a aucun pic, en fait. C'est très rare de voir un pic dans les films Disney parce qu'ils savent que on sent bien quand on regarde ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Disney a des impacts émotionnels si forts, parce qu'en fait, ils ont construit tous leurs dessins animés, tous leurs films, pour qu'on se sente bien. Les musiques, les formes, les couleurs. Et c'est pour ça qu'ensuite, on est amené à acheter plein d'objets Disney parce que ils ont créé tellement un impact émotionnel fort qu'on achète. Et ensuite, générer une émotion. Il faut qu'on génère une émotion, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc une émotion plus forte, comme j'ai dit avant, que la douleur d'acheter. Donc il faut mettre en scène des visages, des histoires, des choses qui vont venir créer des émotions. Et maintenant, avec ChatGPT, comme j'ai dit avant, vous avez la data, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Ok, qu'est-ce qui pourrait venir déclencher une émotion chez mon acheteur? Quel concept, enfin, dans quelles conditions? Donc, vous pouvez vous appuyer sur des expressions, sur des cadres, des ambiances qui connectent avec l'avatar. Là, on a par exemple une expression, un geste. Ok, on sait que c'est pour le parfum. Donc c'est la même pub, enfin pas la même pub que j'ai montré avant, mais le même produit. C'est un parfum aphrodisiaque. Ce qu'on veut, c'est que la personne comprenne qu'il va pouvoir attirer des femmes. Comment on va pouvoir lui créer une émotion qui va pouvoir trigger cette émotion-là. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont montré un lit. Donc on voit clairement c'est un lit et une femme qui dit de venir. Et quelle émotion ça déclenche? Eh bien une émotion, ok, moi je veux ça. Ça déclenche une forte émotion. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les triggers des émotions que vous voulez déclencher. C'est pas juste montrer les émotions. C'est pas juste montrer un homme qui se sent attiré. C'est de montrer ce qui va pouvoir déclencher cette sensation-là. Et là, c'est un peu plus technique. Mais heureusement, grâce à ChatGPT, maintenant, vous allez pouvoir facilement en créer. Donc il y a des gestes de main qui activent des émotions, comme j'ai montré ici. Pour des cadres, il y a des boîtes de nuit. Par exemple, les boîtes de nuit, on sait que on va avoir plus facilement des émotions liées à l'attirance en boîte de nuit. Parce que techniquement, quand on va en boîte de nuit, on est là pour séduire. Donc si vous avez des produits de séduction, tournez dans des cadres boîtes de nuit, ça va être très smart. Là, je prends une niche totalement différente. Vous êtes dans la niche de la maison, home déco. De tourner dans des salons luxueux, c'est là où c'est que vous allez pouvoir créer des émotions. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un salon, enfin, c'est avoir une maison luxueuse. Donc en fait, inconsciemment de montrer dans un salon luxueux, les gens vous disent c'est ça que je veux. C'est pour ça que ça a toujours mieux marché de mettre des hommes fit comme mannequins
Parce qu'en fait, inconsciemment, c'est ce que les gens veulent. Donc si un homme fit, si une star porte un produit, on se dit on veut ressembler à lui, et automatiquement, ça va venir déclencher une émotion chez nous. On arrive à la fin. Des principes psychologiques encore. Il y a pas mal de règles, mais des règles aussi très importantes, c'est la bonne lumière. Il faut que ce soit captivant et simple à lire. Et une bonne lumière, c'est quelque chose de ultra basique, mais qui doit être vraiment très bien être appliqué à tous vos contenus que vous faites avec des acteurs. Donc une bonne lumière, ça donne envie de regarder. Donc là, j'ai mis 2 exemples. On a un exemple, c'est que là, on a une mauvaise lumière. Donc elle a mis la lumière, mais c'est mal fait au niveau du visage, je sais pas comment elle a mis. On voit que ça donne pas bien. Inconsciemment, c'est pas bien. Tandis que l'autre, ça se passe bien. L'autre, c'est positif, on voit que c'est bien, les couleurs sont harmonieuses, c'est tourné dans un bon fond. Donc voilà un exemple à faire et pas faire. Donc la publicité doit être aussi positive. On doit avoir des visages happy, des visages satisfaits, surtout des personnes qui utilisent le produit. Utiliser des techniques, par exemple, la personne qui utilise le produit et qui lève le pouce, c'est une technique pour inconsciemment valider le produit. Donc si quelqu'un voit une pub et voit quelqu'un utiliser un produit et fait ça avec le produit, ok, j'utilise ce produit, c'est top. Inconsciemment, les gens vont se dire, ok, ben c'est que ça marche, sinon il n'aurait pas fait ça. C'est con, mais ça marche. Et la voix off aussi est très importante. La voix off est ultra importante. C'est pour ça que nous on aime bien tester avec l'IA, parce que on veut avoir la voix off la plus parfaite possible. Et il y a certaines voix off qui sont pas bonnes, enfin qui sont très bonnes à entendre. C'est très bien, c'est sexy, mais ça impacte pas à acheter. Et la voix d'Adam, par exemple, ici il y a certaines personnes dans la salle que j'ai déjà expliqué que j'utilise la voix d'Adam pour me faire des affirmations, parce que là c'est une voix qui impacte. Pourquoi elle impacte? Parce que c'est une voix qui termine par du grave. Et quand on termine par du grave, ça impacte. Si je termine par du aigu, ça impacte pas. Et ça, c'est un principe, pareil, inconscient, et qui doit être impliqué dans la voix aussi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une voix qui parle bien, qui paraît naturelle, et qui termine en grave. Donc si vous créez un prompt pour créer une voix off, demandez-lui de terminer en grave. C'est très important pour impacter les personnes. La musique, si vous mettez une musique, ça doit générer une émotion, donc ça doit s'adapter parfaitement à l'ads, et générer une émotion. Les transitions doivent être simples, rapides et identiques dans toutes les publicités. Enfin, dans toute la publicité, pas les publicités. C'est-à-dire, vous avez certains types de transitions et il est même tout du long. Sinon, l'inconscient se dirait, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pareil pour les typographies ou captions, si vous en mettez. Nous, on n'en met pas. Parce qu'on a remarqué qu'on a plus de viralité sans mettre de texte sur les vidéos. Ne changez pas de typo. Gardez toujours la même typo et ça doit être facilement lisible. Donc ça, techniquement, tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, c'est la recette pour que quelqu'un qui ne vous connaisse pas s'arrête sur votre ad, regarde tout l'ad de manière hypnotique et à la fin achète, si vous appliquez. Ceux qui ne savent pas créer des ads gagnantes comptent sur la chance et les autres, scale. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai mis en bonus un QR code que vous pouvez scanner maintenant et vous aurez accès à pas mal de documents sympas. J'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui pour vous parler des créatifs. Je vous ai donné tout ce que je pouvais de manière concise et là je vous mets en bonus un condensé de pas mal de choses dont j'ai parlé, avec des tools, avec des vidéos explicatives, avec pas mal de trucs. Donc voilà, je vous remercie.